Lubin. Donc moi, je suis consultante en UX design, innovation, voilà, au sein de Matière Noire, qui est une agence web basée sur Nantes. Voilà, et j'accompagne en fait différents types de clients, aussi bien des startups, entreprises, que ce soit PME, grands comptes, et aussi des organisations dans toute la structuration de leurs projets. Parce que c'est vrai qu'au sein de Matière Noire, donc c'est une agence qui fait de la création de sites internet, applications mobiles et aussi outils métiers sur mesure, vraiment en fonction des besoins de nos clients. Et il y a on va dire deux pôles. Il y a un pôle bureau d'études dans lequel donc je travaille et un pôle plutôt studio de production avec une partie design et développement. Et c'est vrai que quand on rencontre pour la plupart du temps nos clients, on a besoin vraiment de redéfinir, en tout cas d'évoquer avec eux toute leur stratégie, la stratégie digitale globale. On parle en tout cas, ça s'intègre dans leur transformation d'entreprise. Et puis, on parle aussi beaucoup et on travaille sur la conception de leurs produits et de leurs services, donc toute la partie UX. Donc, j'interviens vraiment sur toute la démarche centrée utilisateur avec des études, de la facilitation d'ateliers. On aime bien travailler en collaboration et avec des approches plutôt collaboratives et participatives avec nos clients. Et puis aussi avec la démarche notamment de design thinking que je vais vous décrire après. Voilà pour ma présentation. Pendant ce webinaire, alors, pourquoi ça ne marche pas? Voilà. Il y a deux objectifs qui me tiennent à cœur ce matin. C'est vraiment de vous faire prendre conscience de l'importance d'impliquer les utilisateurs donc, tout au long du processus de création, de conception d'un produit, d'un service ou encore d'une interface web dans le cadre de projets numériques pour mieux les comprendre. Donc ça, on va le voir ensemble ce matin pendant une heure et quart. Et puis aussi vous apporter des outils, des méthodes avec lesquelles vous pourrez composer. Voilà, ce sera une petite boîte à outils. Je ne vais pas pouvoir vous développer tous les outils parce qu'il en existe plein. On va surtout faire aujourd'hui le focus sur l'outil des fiches persona. Voilà. Si vous avez des questions, des remarques, des compléments d'informations à apporter, parce que c'est vrai que là, moi, je ne vous vois pas, c'est un format plutôt descendant, ce qui n'est pas toujours évident, mais en tout cas, vous avez le chat dans lequel vous pouvez me poser des questions. N'hésitez surtout pas, et Benjamin pourra me les transmettre. Moi, je les ai aussi en visu là sur mon écran, donc vous pouvez le faire au fur et à mesure de la présentation. Alors, c'est parti. Première chose, c'est comment concevoir un produit, comment concevoir un service, comment lancer une innovation. Il y a plusieurs façons en fait qui existent, il y a plusieurs process, il y a plusieurs idéologies sur ce sujet. La plupart du temps, on a une idée. D'accord, on part d'une idée, on va développer ou en tout cas concevoir cette solution, ce produit. Alors, la plupart du temps, on va faire des spécifications, des cahiers des charges et puis des tas de réunions voilà, pour pouvoir concevoir le produit. Ensuite, on va le lancer sur le marché. Et puis, après, on va se dire, on va quand même peut-être faire des enquêtes pour recueillir quand même du feedback client, pour avoir des retours. Et c'est vrai que dans ce format-là, on part plutôt tête baissée en partant de son idée, alors qui est peut-être une très bonne idée, mais quand on voit ce process-là, on peut y passer des mois pour l'avoir déjà vu avec des clients et notamment particulièrement des grands comptes. On passe beaucoup de temps finalement à développer, à concevoir des produits. Ça prend du temps, donc ça nécessite aussi beaucoup d'argent forcément, et le produit ne trouve pas toujours son marché ou en tout cas ses clients. D'accord. Donc, c'est vrai qu'on se rend compte que ce cycle produit, il peut être trop long et qu'il y a moyen finalement de le réduire et d'avoir un circuit beaucoup plus rapide, beaucoup plus court. Il y a certaines entreprises, comme notamment Google, qui n'est pas une petite entreprise, qui trouvent en effet que ce cycle, cette approche, elle est beaucoup trop longue et ils ont décidé de passer en fait de cette phase d'idéation, à partir du moment où on a l'idée, finalement directement à la création d'un prototype,
d'accord? Et puis, il ne le lance pas sur le marché. On est vraiment sur quelque chose de tangible qu'on va rapidement faire tester à nos utilisateurs pour pouvoir avoir du feedback, apprendre et peut-être pivoter et améliorer le produit pour ensuite le lancer. Et déjà voir aussi s'il y a un match, un fit entre le produit et les utilisateurs. Et ça, c'est vraiment la priorité. Et ce cycle-là, on est vraiment dans une démarche ici de ce qu'on appelle de test and learn. C'est rapidement votre idée, vous allez la rendre tangible, d'accord? Vous allez la tester, vous allez l'éprouver, on va dire, en grandeur nature avec des utilisateurs pour pouvoir valider finalement la viabilité de votre produit, pouvoir aussi valider des hypothèses que vous auriez pu émettre. D'accord. Et puis, pourquoi pas, comme je vous l'ai dit, pivoter, parce qu'il vaut mieux, voilà, échouer vite, d'accord, plutôt que de dépenser, du temps, de l'argent et des compétences en interne, qui ne sont pas forcément nécessaires dans un premier temps. Heu et c'est vrai, quand on démarre des projets, quand on démarre des produits, le problème, c'est que, finalement, on présume souvent trop vite, en fait, d'une solution, d'une idée, d'un produit, sans être sûr qu'elle soit adaptée aux attentes de nos utilisateurs. D'accord? Souvent, on démarre des projets sans s'assurer vraiment, avant la sortie du produit, que la solution soit adaptée. Donc, c'est bien tout l'intérêt de connaître ses utilisateurs avant de lancer son produit, de comprendre quels sont ses problèmes, quelles sont ses attentes et de le valider tout au long du processus de création, de conception de votre produit. D'accord? Et d'être sûr que ce qu'on conçoit finalement, ça correspond bien à ce qu'attend le client. Souvent, et l'objectif quand on est start-upper, entrepreneur, quand on lance son produit, c'est finalement de livrer un produit avec de la valeur ajoutée, d'accord? Et que ce produit, il soit innovant sans forcément que ce soit un produit disruptif. Voilà, ce qu'il faut, c'est que ça réponde surtout à un marché. Et il faut que ce produit, il réponde à ces trois objectifs-là, c'est qu'il soit d'abord viable commercialement. La plupart du temps, vous allez faire un business model justement pour voir si commercialement ça fonctionne bien. Et puis, il faut que ce soit donc un business model qui soit rentable et qui soit durable dans le temps. Il faut aussi que votre produit il soit désirable, attrayant. Hein. C'est cette notion de désirabilité avec ce côté humain, ce côté ressenti. Ça veut dire que si vous lancez par exemple un site web, une application, il faut que toutes les fonctionnalités, d'accord, répondent aux besoins et aux attentes de vos utilisateurs. Il ne s'agit pas de lancer un produit comme ça sans que ça réponde à des besoins bien précis. Et puis, dernier point et non des moindres, c'est aussi le fait que votre produit soit réalisable techniquement. Il faut que ce soit des technologies qui soient faisables et non surdimensionnées. J'ai vu aussi dans bon nombre de projets que j'ai pu suivre et mener, la plupart du temps, cette variable-là, ou en tout cas cet objectif-là, prend le pas sur le reste. On choisit par rapport à un besoin, une solution technique qui soit souvent une usine à gaz et qui coûte très cher et qui demande beaucoup de temps en plus d'appropriation, d'onboarding auprès des équipes. D'accord? Donc, il vaut mieux commencer petit, que ce soit une solution qui réponde à 90% des besoins prioritaires, parce que c'est pareil la plupart du temps, quand on fait les cahiers des charges, on fait un peu la liste au Père Noël. Voilà, on a tendance à ne pas forcément prioriser les besoins. On veut que toutes les fonctionnalités soient dans l'outil. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'on utilise des outils, des usines à gaz, parce que finalement, et en plus, la plupart du temps, on n'utilise que 30%. D'accord? Donc, faire attention à cette partie technique, technologique, et surtout faire le focus sur justement la partie désirabilité et le côté humain de la solution. Et en fait, on se rend compte, et notamment justement dans les entreprises, pour avoir fait récemment, j'ai participé à une table ronde à l'école de design sur le fait que les entreprises de plus en plus, alors tout type d'entreprise, hein, PME, start-up, grand compte, intègrent aujourd'hui le design dans leurs équipes, que ce soit création d'un code design en tant que tel, avec des UX designers, des UX research, ou au sein des DSI, parce que le design, c'est vraiment
une démarche justement qui va être centrée sur l'utilisateur. Avant de d'être centré sur la technologie. En fait, le designer, il va vraiment prendre le temps voilà, de savoir pour qui il va créer le produit et de comprendre aussi qui est cet utilisateur, qui est ce collaborateur qui va utiliser le produit. Donc, on voit que les points ici, ce ne sont pas forcément les mêmes. Les points sur lesquels on peut fixer des objectifs, ça va être l'identité du produit. C'est construire une identité autour d'un produit ou d'un service. Alors, quand on dit identité, c'est quelles sont les perceptions sur ce produit, quelles sont les émotions qui sont ressenties quand on utilise le produit. On a un autre objectif qui va être l'usage. Quels sont, et c'est toujours la question qu'il faut se poser, quels sont les usages de nos utilisateurs? Et bien prendre en compte aussi l'usage dans un contexte, dans un environnement. Parce qu'en fonction du contexte et de l'environnement, vous n'aurez pas le même type d'usage. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup, par exemple, d'approche systémique. C'est vraiment de voir les usages, les produits dans un ensemble, dans une globalité, dans une expérience utilisateur globale. Et pas juste faire le focus à un instant T sur l'utilisation d'un produit. D'accord? Donc ça, c'est des notions importantes aussi. Et puis enfin, la technologie qui revient, qui doit être donc adaptée un maximum aux besoins de l'utilisateur. Voilà. On voit ici, en fait, dans ces démarches, donc qu'on appelle, on va dire, la démarche de design thinking. Ah, je vois que ça grésille un peu au niveau du son. Ouais, Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux, Benjamin? oui, c'est mieux. Ouais. Ouais. Pourtant, j'ai rien bougé, j'ai rien touché. Là, c'est bon. Alors, comme je vous disais, ce qui va être important, c'est que tout au long de la conception de votre produit, on va dire, il va falloir donc finalement intégrer donc l'utilisateur. Et en fait, ici, c'est les différentes étapes du processus de conception d'un produit. On appelle ça, c'est tout ce qui touche au design thinking en tant que tel, ou au design en général. En fait, c'est une méthodologie, mais c'est aussi surtout une philosophie, un état d'esprit de travail qui est vraiment centré sur l'humain et qui permet de transformer rapidement vos idées, vos projets en prototypes tangibles et de les tester auprès de vos utilisateurs. Et surtout, vous allez partir des problèmes de vos utilisateurs pour pouvoir développer la solution, le produit qui convient le mieux et où vous êtes sûr de trouver un marché. Ah, Apparemment, ça résille encore. Alors, comment je fais? Comment je fais? Vous allez me dire si je bouge mon PC, est-ce que c'est mieux ou pas? Si je me bouge, est-ce que là c'est mieux ou pas? Là, pour moi, c'est mieux en tout cas. Ouais. Alors, par contre, je m'excuse parce qu'en fait, ça sonne chez moi et je vais être obligée de répondre. Je coupe 2 minutes. Excusez-moi. En attendant, si vous avez des questions sur la cantine, n'hésitez pas à me les poser. Je m'excuse, les aléas du direct. Ah ouais, alors là, quelqu'un sonne chez moi et c'est la cata là, parce que vu que je suis toute seule, excusez-moi. Alors, on reprend. C'est bon ou pas pour le son? Là, ça a l'air bon pour l'instant. Ouais, c'est bon, je me suis déplacée
On continue, vous me dites si toutefois ça ne va pas. Donc là, je vous disais, dans cette démarche de design thinking, on part finalement des problèmes des utilisateurs. Il y a toute cette phase d'observation, d'immersion dans un premier temps que vous allez pouvoir faire pour pouvoir recueillir un maximum d'informations sur vos utilisateurs, les écouter, les regarder pour pouvoir vraiment comprendre leurs problèmes. Et puis de là, après, vous avez une phase finalement qui est la phase décidée, où avec toutes les informations que vous allez recueillir, vous allez pouvoir faire le focus sur un gros problème, ou en tout cas les problèmes que vous aurez priorisés, et définir, on va dire, un challenge sur lesquels vous allez ensuite pouvoir générer des idées, trouver des solutions dans la phase d'exploration, rapidement pouvoir les prototyper, comme on l'a vu tout à l'heure, sur le schéma, et pour ensuite pouvoir les tester auprès du même panel utilisateur. Donc en fait, cette démarche-là, elle est vraiment, comme vous le voyez, centrée pour l'utilisateur, et on les intègre donc tout au long du cycle de développement du produit pour pouvoir concevoir pour eux et avec eux. Parce qu'en plus, le design thinking, c'est vraiment une démarche collaborative, d'accord, participative, où vous allez pouvoir aussi co-créer, co-construire avec vos utilisateurs. D'accord. Et c'est une démarche aussi qu'on appelle itérative. On entend beaucoup ce mot-là dans toutes les démarches agiles. Ça veut dire que vous allez marcher par cycle. D'accord. Ce sont des cycles où vous allez pouvoir lancer quelque chose, lancer un produit sous forme de proto, rapidement tester, pivoter, recommencer comme ça par boucle pour pouvoir toujours être en mode amélioration continue sur votre produit. Voilà. Donc ça, c'est cette démarche de design thinking qui est très importante. Certaines entreprises se disent ça peut être finalement long aussi à faire, toute cette démarche-là, avant de lancer son produit, avant vraiment de le lancer sur le marché. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que ça peut être long au niveau du cadrage en amont, d'accord, mais ça va vous faire gagner énormément de temps après, puisque votre solution va vraiment trouver des utilisateurs, un marché, et vous êtes sûr que ça fonctionne derrière commercialement si vous suivez en tout cas cette démarche. Parce que c'est vrai que les deux étapes fondamentales ici, c'est vraiment la phase d'empathie en amont et la phase de prototypage, qui sont les deux étapes clés du design thinking qui apportent le plus de valeur. D'accord. Et on le voit bien que là, on est vraiment sur une démarche centrée utilisateur, user-centrique. Bonjour, oui, et toi? J'entends du bruit, je ne sais pas ce que c'est. Après, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que cette démarche-là, vous n'êtes pas obligé de la faire pendant des mois, hein. Il existe des méthodes, hein, notamment la méthode de Google Venture qui a créé le Design Sprint. Je ne sais pas si ça vous parle, cette méthode-là. Si vous la connaissez, finalement, c'est le fait de faire toute cette démarche sur un temps très court, d'accord, avec une équipe pluridisciplinaire. Ça peut se faire de 2 à 5 jours sur un mois. L'idée, c'est vraiment de regrouper en fait les différentes étapes, et c'est souvent même plus efficace parce que vous êtes vraiment centrés tous ensemble en équipe sur la conception de votre produit. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le design sprint. Moi, j'en ai fait plusieurs en mode hackathon. D'ailleurs, le week-end, ce qu'on a fait pendant le week-end cocotte à la cantine, ça peut rejoindre en fait ce schéma-là de design sprint où finalement, en 2 jours, hein, là, on l'a fait en 2 jours pendant le week-end cocotte, on est passé de la phase d'observation, exploration, prototypage et test. D'accord. Donc, il n'y a pas besoin de le faire pendant des mois et des semaines. Alors, on l'a vu, ce qui est important, c'est de bien comprendre, en tout cas, d'intégrer ces utilisateurs au plus tôt. Et pour pouvoir finalement les comprendre, vos utilisateurs, il va falloir vous poser plusieurs questions. Vous avez ici ce qu'on appelle une carte de l'empathie. Alors ça, c'est un modèle que vous pouvez trouver facilement sur Internet, où finalement, vous allez vous poser les questions
concernant vos utilisateurs et pour penser comme eux, pour pouvoir vraiment rentrer en empathie. Donc, les questions, ça va être du style que pensent-ils et que ressentent-ils? D'accord? Ce qui est vraiment important. Quelles sont leurs préoccupations majeures? Que dit-il et que fait-il? Donc là, on est plutôt sur les comportements, d'accord? Les attitudes. On va avoir aussi que voit-il? Donc là, on revient sur cette notion d'environnement, d'écosystème et aussi de concurrents, les marchés concurrentiels. Qu'est-ce qu'il entend? Qu'est-ce que disent ses amis? Donc là, on est plutôt sur la sphère de l'influence. Et ce que disent aussi les personnes qui comptent pour lui. Donc là, on va être plutôt sur la subjectivité. Et puis aussi, vous allez avoir quelles sont ses souffrances, quelles sont ses peurs, ses frustrations, les obstacles qu'il va rencontrer, aussi dans l'utilisation de votre produit et quels sont aussi les gains. Alors, les gains, ça va être toutes les aspirations, ses désirs, ses besoins. Donc ça, en tout cas, vous pouvez utiliser l'Empathy Map, qui est un outil très intéressant pour pouvoir se mettre à la place de vos utilisateurs et penser comme votre client. Et ça va être vraiment un élément essentiel. Ce qu'il faut aussi pour pouvoir comprendre vos utilisateurs, alors là, c'est sortir, d'accord? C'est aller sur le terrain pour pouvoir aussi changer de prisme. Parce que c'est vrai que souvent, on est pris dans son quotidien, on est pris dans son activité, on est pris aussi, on a des schémas déjà tout faits, hein, on a déjà ce qu'on appelle des croyances internes. Important de sortir, d'observer, d'écouter pour pouvoir capter des nouvelles idées, chasser toutes les idées reçues et pour aussi donc en effet avoir un regard neuf sur les différents sujets. Voilà. Donc ça va être important, sortir pour observer, écouter et aller aussi au-delà des études de marché qui sont importantes à prendre en compte quand vous lancez un produit, mais qui ne doivent pas être la seule source de données pour pouvoir prendre vos décisions. Donc, comme je vous le disais, ce qui va être important, c'est vraiment d'observer les usages pour bien comprendre ce que font les utilisateurs. Regardez ce que les gens font et pas ce qu'ils disent qu'ils font. Il y a toute une différence entre demander à quelqu'un la façon dont il fait les choses, dont il interagit avec un produit ou un service, mais quand on l'observe, finalement, c'est pas forcément ce qu'il vient de nous dire ou nous raconter. On l'a vu, j'ai déjà vu sur différents projets, quand on met une caméra, dans un premier temps, on lui demande de s'exprimer sur la façon d'utiliser, et après, quand on met la caméra et qu'on l'observe, il ne dit pas que des bêtises, hein, bien au contraire, mais en tout cas, il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Donc, il faut vraiment vous mettre à la place d'un explorateur ou d'un anthropologue, où vous partez en immersion auprès de vos utilisateurs pour mieux les comprendre. Et Steve Jobs le disait bien, hein, ce n'est pas le travail des consommateurs de savoir de quoi ils ont envie. Le client est incapable de savoir qu'il veut quelque chose qui n'existe pas encore. D'accord ? Donc, vous pourrez lui demander voilà, si demain je te donne une baguette magique, de quoi aurais-tu besoin? Quel est pour toi l'outil idéal? Il va vous donner une réponse, mais en tout cas, c'est pas lui qui va imaginer une solution, mais qui n'existe pas encore. Ça va être à vous justement de lui proposer. Autre chose, le maître mot, et je vous l'ai dit déjà à plusieurs reprises depuis le début de la présentation, c'est se mettre à la place de vos utilisateurs, c'est-à-dire rentrer en empathie. C'est un mot qui est très à la mode en ce moment. Voilà, se mettre à la place d'eux, mais par contre, ne pas penser pour lui. Et c'est toute la différence. Vous pouvez, par exemple, il y a une émission qui existait, qui était Vie ma vie, que je trouvais assez intéressante, où Faux Voto se mettait à la place de gens malvoyants. Et là, on voit toute la difficulté finalement qu'ils ont au quotidien dans différents contextes, sur différents usages. Mais je trouve que ça, c'est la meilleure façon de se mettre à la place des utilisateurs, c'est vraiment de se mettre à leur place, de vivre comme eux et de reproduire finalement des façons de faire et d'être acteur. Voilà. Donc, il faut toujours considérer qu'on ne connaît pas finalement les attentes de ces utilisateurs.
Et puis, il faut bien dissocier aussi les attentes réelles des attentes supposées. Souvent, justement, on a des attentes, en tout cas, nous, on a déjà une façon de penser qui n'est pas toujours les attentes de son voisin, hein, et ce sont des attentes qui sont très différentes. Et puis enfin, ce qui va être important, on l'a vu hein, dans la démarche de design thinking, c'est d'expérimenter et de tester au plus tôt pour pouvoir se projeter. On dit qu'une image vaut 1000 mots. Un prototype, c'est pareil, ça vaut mieux que 1000 réunions, que 1000 cahiers des charges. Cette phrase, elle est vraiment importante. L'expérimentation et le test pour pouvoir justement aussi avoir rapidement du feedback de vos utilisateurs. Ça permet aussi de mieux les comprendre. Hein, si vous avez quelque chose de tangible à leur montrer, de les voir tester, d'avoir leur retour, leur ressenti, ça va permettre aussi justement de mieux comprendre leur façon de faire, leur façon de penser, leur façon d'agir. Ça regrésille. Alors, je ne sais pas comment faire. Si ça regrésille, est-ce que c'est mieux là? Ça, là, c'est mieux. C'est un petit peu. Ouais, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Ça doit être la connexion qui ne doit pas être très très bonne. Donc en synthèse de cette première étape, c'est la recherche utilisateur, c'est vraiment répondre, vraiment on va dire considérer vos utilisateurs, leurs besoins, leurs émotions, leurs difficultés aussi, durant finalement tout ce processus de développement d'un produit. C'est d'acquérir aussi le réflexe, hein, de les intégrer dans chacun de vos projets. Ça, c'est très important. De ne pas partir tester, mais toujours penser à « Ok, je vais définir ma cible et je vais rapidement aller vérifier si c'est la bonne cible. Hein, » et pas me lancer comme ça dans l'inconnu. Et puis, tout simplement, être leur porte-voix, hein, leur porte-parole. Tout au long du projet, vous allez toujours penser à vos utilisateurs et les ramener dans le contexte. Donc, au niveau des méthodes et des outils, donc comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, il y a les étapes du processus de conception. Il y a 5 grandes étapes. Hein, on a pu comprendre, diverger, décider, prototyper et valider. Ça, c'est les grandes étapes donc, du processus de design, de création d'un produit. Et pour chaque étape, on peut faire des ateliers complètement différents. On a des méthodes qui existent, différents templates. On peut différentes façons de faire, mais tout dépend finalement de différents critères qu'on va voir maintenant. Quels sont les critères pour choisir une méthode adaptée? Vous d'abord, finalement, quel est l'objectif clé sur lequel je vais travailler? Est-ce que cette méthode sert à définir, à explorer, à conceptualiser ou à évaluer mon produit? Et en fonction de l'étape dans laquelle vous vous trouvez, d'accord, vous allez finalement choisir la méthode. Tout dépend aussi du temps que vous avez. Est-ce que vous avez le temps nécessaire pour faire plusieurs ateliers, intégrer vos utilisateurs, les observer, faire des tests par rapport finalement au planning de votre projet, au planning de conception. Vous avez aussi le critère des ressources, qui n'est pas des moindres. Est-ce qu'on a toutes les ressources nécessaires pour pouvoir faire ce type de démarche santé utilisateur? Est-ce que j'ai le nombre de personnes suffisant? Est-ce que j'ai le matériel nécessaire? Est-ce que j'ai les compétences aussi? Hein, parce que c'est vrai que la plupart du temps, dans les entreprises, on n'a pas forcément les compétences, la connaissance de ces différents outils. Et pour avoir été consultante, hein, moi, c'est vrai que je suis intervenue dans pas mal d'entreprises où finalement, ils font appel à des expertises extérieures à l'entreprise voilà, qui vont les aider sur ces différents ateliers. Et puis enfin, les accès. Est-ce qu'on a accès aux utilisateurs et comment les toucher, ces utilisateurs? Et c'est ça, des fois, qui peut être un peu compliqué, où on peut avoir un peu d'appréhension, c'est de se dire « Ah oui, mais à qui je vais demander? Comment je vais constituer mon panel d'utilisateurs ?» Donc voilà, tout ça, ce sont des critères importants à prendre en compte. Et en fonction de ces critères et surtout des ressources qui sont quand même souvent limitées dans les projets de conception, vous allez devoir parfois appliquer des méthodes ce qu'on appelle des méthodes low cost ou quick and dirty.
d'accord? Ou comme le dit Catherine Lallemand dans son livre, euh, en mode guérilla. Et ça se développe de plus en plus et je trouve ça super intéressant. C'est que finalement, on peut faire du mode guérilla, c'est-à-dire faire des choses avec des cycles assez courts, qui est ce qu'on appelle quick, mais qui ne sont pas forcément justement dirty. On peut faire des choses très bien avec finalement peu de moyens et peu de temps. Et c'est ce que je vais vous expliquer aussi après. Donc, je vous propose à présent de vous présenter quelques outils en reprenant les grandes phases de conception qu'on vient de voir. Donc, dans la phase d'observation et de compréhension de vos utilisateurs, vous allez d'abord définir le périmètre de votre projet, ça c'est essentiel, et puis ensuite définir les différents points de douleur. Donc là, je vais vous montrer quelques exemples, quelques images qui sont assez parlantes de projets sur lesquels j'ai pu travailler. En fait, dans un premier temps, ce qu'il faut, c'est quand vous lancez votre projet de conception de produit, quand vous lancez votre création, il faut définir un périmètre qui va faire sens pour toute l'équipe et qui va aussi intégrer toutes les parties prenantes du projet. C'est quoi votre vision, d'accord? Et le périmètre, souvent on dit, d'un côté, il s'agit de telle et telle chose, et de l'autre, ce n'est pas. Donc, il y a ce fameux atelier, c'est ce n'est pas. Vous allez justement demander à chaque participant de définir pour lui c'est quoi sa vision et le périmètre du projet. Hein. Et ça permet aussi de finalement d'identifier quelles sont les convictions de chacun, ça c'est intéressant à voir, et quels sont les préjugés. Comme je vous le disais, on a tous des croyances internes. Et c'est intéressant de voir déjà sur cette phase-là quelles sont les croyances et les préjugés de chacun. Vous allez la plupart du temps aussi, quand vous allez lancer votre projet, faire un business model. Ça, à mon avis, vous le connaissez tous, ce business model, où en tant qu'entrepreneur, en effet, vous vous posez la question, quand vous lancez votre produit, est-ce qu'il va me rapporter ce produit? Comment je vais pouvoir le lancer? D'accord? Et en fait, les entreprises, pour pouvoir le faire, vont remplir ce template-là. Et la première case, comme on voit, c'est la case de droite, c'est le groupe de clients. Hein. Et on voit bien que la première chose à faire, c'est d'identifier quels sont vos utilisateurs. D'accord? Quels sont vos utilisateurs? Quels sont aussi vos early adopters? Et puis après, vous allez définir vos partenaires clés. Et puis après, vous allez définir votre proposition de valeur. Donc ça, c'est un modèle que vous pouvez utiliser. J'en ai découvert un autre que je trouve plus intéressant, en tout cas, pour souvent travailler aussi avec des startups. C'est le Lean Canvas, où je trouve que c'est une alternative au business model Canvas qui, pour le coup, pour moi, est plus centré sur l'utilisateur. Ça a été créé dans les années 2010 par H. Moria. Vous pourrez trouver aussi des modèles sur Internet. Où, en fait, je trouve ça mieux adapté finalement aux entreprises avec lesquelles je travaille. Où en fait, c'est l'idée, en fait, la plupart du temps des startups, c'est elles échouent non pas d'une impossibilité, on va dire, de créer ou de produire leur solution ou leur produit de leur rêve, mais elles échouent souvent parce qu'elles ne répondent pas au marché et aux attentes du marché. D'accord? Et c'est là que je trouve bien, c'est que d'un côté, vous allez pouvoir, sur la case de droite, définir qui sont vos clients, un peu de la même façon que dans le business model Canvas. Mais la deuxième case, qui est la case de gauche, ce sont les problèmes. Il a rajouté les cases problèmes et les cases solutions. En fait, ces cases elles sont essentielles parce que là, vous allez définir, alors pareil, hein, on est toujours au début du projet, donc on est toujours sur des suppositions, sur des hypothèses, d'accord? Mais en tout cas, vous allez pouvoir prioriser les trois principaux problèmes que vous imaginez pour vos cibles. Et pour lesquels, derrière, vous allez apporter des solutions concrètes que vous allez pouvoir écrire d'ailleurs dans la case solution. Alors là, je vais vous montrer un exemple qu'on avait fait justement de Lean Canvas. Voilà, où là, en atelier, de la même façon, chacun va disposer ses post-it sur 1, le segment client, 2, les problèmes,
3, c'est la case solution. Et après, tout simplement, vous allez aussi définir votre proposition de valeur. Donc là, de la même façon, je ne vais pas rentrer dans le détail de cet outil-là. C'est un outil très, très simple à utiliser et ça vous permet d'avoir vraiment une vision commune aussi du challenge de votre produit, du public cible et des opportunités business. Ce qui va être important aussi quand vous allez démarrer votre projet, vous avez vos utilisateurs cibles, mais c'est intéressant de voir aussi beaucoup plus large. Tout à l'heure, je vous parlais de l'approche aussi systémique, de prendre en compte tout l'écosystème et l'environnement global. C'est de faire une cartographie des parties prenantes. D'accord ? L'intérêt de cartographier les participants et les parties prenantes d'un projet, c'est voir aussi les interactions qu'il peut y avoir entre eux. D'accord ? Parce que la plupart du temps, vous allez avoir aussi des utilisateurs clés, cibles, mais vous allez aussi avoir des gens qui vont pouvoir influencer autour, des acteurs qui vont pouvoir influencer, qui vont être finalement tous interconnectés et qui vont interagir entre eux. Donc, il faut pouvoir, ça aussi, avoir une vision globale. Vous avez des outils pour le faire, hein, des maps aussi. Moi, j'ai bien utilisé un logiciel de mind mapping, soit Xmind ou MindMaster, ça s'appelle, pour réaliser des cartes. Ce sont des outils gratuits hein, que vous pouvez télécharger ou qui sont en ligne. Et voilà. Donc là, je vous montre des modèles aussi de fiches persona parce que vous allez aussi définir en équipe, une fois que vous avez défini vos segments de clients, vous allez commencer un peu à décrire qui sont-ils réellement. D'accord ? Vous allez pouvoir identifier et les décrire. J'avance, je ne sais pas si vous voyez bien l'écran. Si, c'est bon. Ouais. Donc là, vous voyez des modèles en fait de fiches persona hein, qu'on a pu faire en atelier, où là, rapidement, vous pouvez identifier les cibles. Et là, donc, je vais vous faire un zoom justement sur cet outil-là où je vais rentrer un peu plus dans le détail. Donc d'abord, on va parler rapidement d'une définition. C'est quoi des personas ? En fait, ce sont des archétypes qui représentent un groupe de personnes qui ont des comportements, des motivations et des buts qui sont communs, ou en tout cas qui sont très très proches. D'accord ? C'est un outil qui est souvent utilisé dans les équipes de conception, alors aussi bien par des équipes de designers, mais aussi dans les services marketing, les DSI, services informatiques, pour vraiment permettre aux concepteurs de définir ce que le produit ou le service doit faire et comment il devra fonctionner en fonction finalement de la description de vos personas. C'est une méthode qui a été créée par Alan Cooper. Vous pourrez aussi aller voir. Il y a pas mal d'articles intéressants qu'il a écrits sur les fiches persona. Et ce sont vraiment des outils de conception et de communication intéressants que vous allez pouvoir utiliser tout au long du projet. En fait, les personas, c'est vraiment le fait de concevoir des représentations de vos futurs utilisateurs sous forme de personnages fictifs, pour résumer. Et à quel moment on crée les personas ? C'est plutôt après la phase d'exploration. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'aller sur le terrain, d'aller observer, de faire des entretiens. À partir du moment où vous allez recueillir toutes ces informations et ces données, vous allez pouvoir en faire une synthèse de toutes ces informations recueillies et de pouvoir finalement les mettre aussi dans un template, dans une fiche persona. Alors pourquoi on utilise des personas ? La première chose, c'est pour pouvoir adopter une posture d'empathie, comme je vous le disais, et de personnifier son client. Parce que juste décrire un type de client, d'accord, de lui donner un titre, ça ne va pas suffire derrière pour se projeter. Il faut vraiment développer de l'empathie envers eux, de les comprendre pour pouvoir derrière valider aussi leurs attentes et de pouvoir vraiment les comprendre. La deuxième chose, c'est de mieux identifier les besoins et les problématiques.
La phase d'empathie et de recherche utilisateur, elle permet également de mieux définir la problématique d'un projet qui n'est parfois pas toujours clair dans un premier temps. On part un peu dans tous les sens, on se retrouve un peu perdu. Et c'est vrai qu'on va pouvoir mieux comprendre les problèmes auxquels le projet devra répondre. Et lorsque les comportements et les buts de plusieurs personas sont trop différents, par contre, pour être servis par un même produit, il convient en fait de fabriquer plusieurs produits distincts. Là, je vais pouvoir vous montrer un exemple que j'ai trouvé là sur Internet. Par exemple, là, vous avez 3 types de personas, Michael, Marie et Paul. On voit bien qu'ils ont des buts très différents. Michael, c'est un trader, voilà, plutôt chef d'entreprise, il a une vie active. Et le but d'aller vite, c'est de s'amuser. Vous avez Marie qui est mère de 2 enfants et là, les buts, c'est d'être en sécurité, d'être plutôt confortable dans sa voiture, avec ses enfants. Et puis, vous avez Paul, plombier, et là, ses buts, lui, c'est de transporter tout son matériel, puisque il se déplace tous les jours, et d'être fiable. Et on voit bien que là, on va avoir des buts, des aspirations, d'accord, qui vont être très, très différentes. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir créer des produits et une proposition de valeur qui soit aussi différente et qui correspondent à chaque besoin. Donc ça, c'est un exemple intéressant. Alors, Lise, il y en a une question. Oui. Combien de personas tu crées en moyenne? Il faut créer en moyenne. Alors ouais, je vais y revenir après, mais en moyenne, c'est, on va dire, 3 à 7 personas maximum. D'accord? Parce qu'en fait, ça ne sert à rien d'en créer trop, après vous allez être perdu. Et dans l'idéal, moi je trouve que c'est à peu près 3, moi je dirais 3 à 5 personas, en sachant qu'un persona, on a dit, c'est un regroupement de plusieurs personnes qu'on aurait pu interviewer, observer, mais qui ont des comportements et des attentes similaires. D'accord? Donc je pense que 3-5, on est plutôt bien. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Oui, c'est bon. Alors, on a dit adopter une posture d'empathie, personnifier son client pour mieux le comprendre, pour lui donner aussi, on a dit, fournir de la matière pour pouvoir ressentir aussi les personnes et les clients. Autre chose qui est intéressante, c'est que quand on crée des personas, ça va booster notre créativité et ça va nous aider à générer des idées. D'accord ? Parce qu'en fait, quand on sait ce que l'utilisateur veut, quand on sait ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il freine, ce qui le dérange, quels sont ses usages, d'accord, ce qui le motive, vous allez pouvoir proposer des meilleures solutions qui soient mieux adaptées à leurs besoins et à leurs problématiques. Et puis, quand on a une fiche persona, ce que je vous conseille de faire, c'est de les afficher dans le bureau pour pouvoir toujours y faire référence et se dire, tiens, si je reviens à la personne tout à l'heure, Marie, elle a 2 enfants, Marie, elle a envie de se sentir en sécurité. Et à chaque fois, le fait de relire et de se remémorer, on va dire, tous ces éléments-là, va faire que quand vous allez concevoir le produit en s'appuyant sur le persona de Marie, par exemple, ça va vraiment permettre de recentrer les discussions sur ses aspirations, sur aussi ses blocages, pour pouvoir utiliser le produit final. D'accord ? Donc ça, c'est intéressant aussi quand vous allez faire vos séances de brainstorming et de génération d'idées. Et puis aussi, ça aide l'équipe de conception dans la prise de décision quand vous allez concevoir le produit. D'accord ? Parce que Marie, si elle a besoin de se sentir en sécurité, si vous avez tous les éléments de son profil, vous n'avez pas besoin, je dirais, de discuter pendant des heures ensemble pour vous mettre d'accord. Marie, c'est ça ce qu'elle veut, c'est ça ses besoins, c'est ça ses attentes. Et rapidement, vous allez finalement trouver un consensus au niveau de l'équipe pour pouvoir trouver les bonnes solutions. Ça permet aussi, on appelle ça un outil d'engagement, de pouvoir mieux communiquer entre vous. D'accord ? C'est le dernier point, c'est communiquer et garder le cap. D'accord ? Donc, mieux communiquer entre les membres d'un projet de conception et de collaborer, en fait, ça vous permet tout simplement d'avoir un langage commun. On ne part pas de rien, on part de personas qu'on a définis.
et sur lesquels on s'est mis d'accord et qu'on a confrontés sur le terrain, d'accord, et qui sont validés. Donc, toutes les hypothèses qu'on avait émises au départ, elles ont pu être validées ou invalidées, d'accord, et ça vous permet donc d'avoir une vision commune des utilisateurs pour pouvoir derrière mieux travailler sur la conception de votre produit. Quelles sont les grandes étapes, les grandes phases de conception d'un persona? Il y en a 3. La première, c'est la recherche. D'accord? Parce que la représentation de vos utilisateurs, elle est vraiment basée sur toutes les données d'exploration. On l'a vu, la première phase, c'est l'exploration. Donc là, vous allez collecter vos données via des entretiens, des observations, j'y reviendrai après. La deuxième chose, la deuxième phase, c'est l'analyse, où là, vous allez synthétiser vos données de la recherche utilisateur et vous allez organiser vos données. Et la troisième phase, c'est ce qu'on appelle la modélisation ou la conceptualisation. Vous allez représenter les profils identifiés sous forme de fiches. D'accord? Donc là, je rentre dans le détail. Première étape, la recherche. La recherche, voilà, recueil des informations et des données de vos utilisateurs, alors actuels ou futurs. Il y a plusieurs méthodes exploratoires qui peuvent être utilisées et principalement les entretiens, les observations et les focus group. D'accord? Le mieux, c'est vraiment de combiner entretien et observation directe. Parce que là, vous allez pouvoir, on en parlait tout à l'heure avec l'Empathy Map, prendre en compte ce que les utilisateurs disent, ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Le fait de les observer, vous allez voir les comportements. Parce que l'entretien, on l'a vu, vous allez poser des questions, d'accord? La personne va vous répondre, mais là, vous n'allez pas l'observer. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir aussi cet aspect observation pour pouvoir avoir aussi les comportements de vos utilisateurs. Donc là, ces méthodes, elles permettent de comprendre qui sont les utilisateurs du produit, dans quelle situation ils utilisent le produit, donc dans quel contexte, dans quel environnement, quels sont leurs buts, quels sont leurs comportements, quelles sont les différentes tâches en fait qu'ils font quand ils utilisent votre produit, quelles sont les différentes actions, quelles sont leurs croyances et leurs valeurs, ça c'est très différent en fonction des personnes, quelles sont leurs expertises et quels sont les freins. D'accord? Le livrable de cette première phase, ce sont des données brutes qui ne sont pas pour l'instant analysées. Là, vous allez recueillir plein d'informations. Des photos aussi, vous allez pouvoir faire des vidéos, d'accord, des enregistrements audio, des prises de notes, enfin voilà, vous aurez différentes sources d'informations. Donc en fait, dans cette phase-là, vous allez pouvoir donc faire des entretiens d'observation, des interviews. Moi, la plupart du temps, je prépare un guide d'entretien, mais ça, c'est important de le préparer au préalable. Il ne s'agit pas d'appeler les différentes personnes et de le faire en live comme ça. Tout ça, ça se prépare donc dans un guide d'entretien. Et vous pouvez aussi déjà préparer des petites fiches allégées en fait de vos personas, d'accord, que vous allez pouvoir remplir pendant vos immersions, pendant vos interviews. Donc là, vous allez pouvoir noter rapidement ce qui vous a surpris, quelles sont les motivations principales, etc. Donc ça va être important, c'est que dès cette phase d'observation et d'entretien, il faut déjà se préparer à la synthèse, je dirais, de toutes ces données et donc d'utiliser des templates allégés des personas. Parce que là, comme vous le voyez sur cette photo, ça c'est suite à un atelier que j'ai pu faire. Vous allez avoir plein d'informations que vous allez récolter. Vous allez même être noyé, je dirais, d'informations. Et c'est de se dire après, comment je vais les organiser finalement pour pouvoir en définir des patterns, pouvoir définir des regroupements et des fiches persona. Donc là, je vous ai mis un exemple, une synthèse de fiches utilisateurs que vous allez pouvoir compléter pendant votre recherche utilisateur. Ça, c'est un modèle aussi que j'ai trouvé donc, dans l'ouvrage de Karine Lallemand. Je vous l'ai mis après Je fais pas mal référence à Karine Lallemand, qui est une experte, elle est chercheuse en UX design. Elle a vraiment elle a écrit un gros livre sur l'expérience utilisateur et sur différents outils et méthodes. Il y a vraiment des choses très intéressantes, dont ce template, où là, en fait,
vous allez pouvoir ici synthétiser toutes les données brutes que vous allez récolter finalement pendant vos entretiens. L'idée, c'est vraiment de noter les éléments clés un par un dans cette fiche-là. Je vous conseille, à gauche, vous avez un ID, c'est de mettre un numéro ou en tout cas de donner, pourquoi pas, une couleur à vos personas. Vous allez voir après, ça va vous aider, pardon, ça va vous aider pour trier vos données. Et donc, c'est vrai que Karine Lallemand, elle conseille d'utiliser ce qu'on appelle des micro-personas pour chaque participant lors de vos entretiens. D'accord ? C'est vraiment de construire des fiches de synthèse des données collectées pendant la recherche pour gagner du temps après et éviter l'écueil le plus important qui est le fait d'avoir beaucoup de données et d'être noyé. Vous pouvez faire aussi une carte allégée de votre expérience map. L'expérience map, c'est le fait de demander à vos utilisateurs, à vos clients, de raconter un peu tout le cheminement, la façon de faire quand ils utilisent votre produit. D'accord ? Et vous allez pouvoir tout simplement faire dessiner un trait sur une feuille, un trait temporel, et définir les différentes étapes. En 1, je fais ça. En 2, je fais ça. Et comme ça, vous allez pouvoir structurer finalement le parcours de votre utilisateur. D'accord ? Et les différents échanges qu'ils ont aussi avec différents outils, des canaux de communication. Mais attention, cela ne vous créez pas la fiche persona. C'est une synthèse de vos entretiens. D'accord ? Donc, c'est une bonne aide pour la suite, mais ce n'est pas ça qui va vous donner vos fiches persona. C'est ce qui va vous faire gagner un temps précieux dans la retranscription de vos informations. Donc là, vous le voyez aussi, pour la synthèse des interviews clients, vous pouvez aussi, d'un côté, récolter des données sur les peines, les problèmes de vos utilisateurs, d'accord ? Et de notre côté, pouvoir récolter les données sur tous les bénéfices, les aspirations. C'est ce qui va derrière vous aider aussi à pouvoir proposer des solutions, des services adaptés et essayer de voir à quel problème vous avez répondu et quels sont les bénéfices auxquels vous allez répondre pour vos utilisateurs. Donc, tout à l'heure, je vous parlais des différentes méthodes. Vous pouvez très bien créer des fiches persona très détaillées, mais suite aux données que vous aurez récoltées. D'accord ? Mais ça nécessite d'avoir beaucoup de temps pour le faire. Et vous avez un système, on va dire, travailler en mode guérilla si vous avez des ressources financières et temporelles qui sont limitées. D'accord ? Parce qu'on ne peut pas toujours se baser sur des données réelles. La plupart du temps, d'ailleurs, on voit bien dans les entreprises, les personnes en fait font ce travail déjà en huis clos au sein de l'équipe. D'accord ? Donc, ce que vous pouvez faire, c'est créer des proto-personas. C'est un terme un peu technique. C'est donc Karine Lallemand, toujours Karine, qui a créé en fait ces fiches, les proto-personas confrontés, où vous allez créer en fait des fiches personas sur la base de ressources internes. D'accord ? Donc, vous allez finalement là représenter des stéréotypes. Ce sont des hypothèses de l'équipe. D'accord ? Mais c'est toujours intéressant de savoir ce que l'équipe croit savoir. On l'a vu tout à l'heure. Vous avez des croyances, des préjugés, donc mais il faut toujours faire attention à ne pas s'en servir comme représentation des utilisateurs. Donc, vous allez créer vos proto-personas sur la base de vos ressources internes, remplir le template que je viens de vous montrer. Et ce que vous pouvez faire, par contre, c'est envoyer ces fiches à quelques utilisateurs cibles, d'accord ? que vous aurez définis. Vous allez vous créer un panel d'utilisateurs et vous allez pouvoir leur envoyer, alors aussi bien par mail ou en papier, d'accord ? Et ça dure normalement max 10 à 15 minutes, c'est assez rapide. Les participants vont pouvoir annoter, critiquer, on va dire, ces fiches pour qu'elles reflètent vraiment au mieux leur propre profil, d'accord ? Donc, ce qu'ils vont faire, c'est que finalement, ils vont pouvoir aussi ajuster en fonction de leur perception à eux et en fonction aussi de leur motivation et leur comportement. Et en fait, ce que vous allez faire après, c'est que vous allez pouvoir retravailler sur une synthèse des différentes données pour améliorer vos fiches persona,
Alors, en effet, c'est vous qui les aurez fait dans un premier temps, mais vous aurez quand même réussi à les confronter à quelques utilisateurs sur le terrain. Et ça, vous allez pouvoir le faire aussi toujours de manière itérative. Un persona, ça vit, ça n'est pas figé. Vous allez pouvoir les mettre à jour au fur et à mesure des différents échanges que vous aurez, de différentes personnes que vous allez aussi rencontrer tout au long de votre projet et qui vont correspondre au profil que vous aurez défini. Donc ça, c'est vraiment un processus assez rapide qui va permettre d'améliorer vos personas sans passer beaucoup de temps. D'accord? Et comme je le disais tout à l'heure, je répondais à la question combien de personas créer en moyenne, entre 3 et 5 personas maximum. Et ce qu'il faut aussi, c'est dissocier vos personas primaires de vos personas secondaires. Vous allez pouvoir les prioriser, vous n'allez pas leur donner la même importance. Ça, je passe. Deuxième phase, c'est l'analyse. Là, vous allez vous retrouver avec vos différentes fiches, vos différentes données. D'accord? Donc, vous allez faire un atelier pour voir quelles sont les récurrences entre vos fiches, les similarités et finalement voir quels sont les profils qui sortent. D'accord? Donc, il y a différentes méthodes qui existent à ce stade. Vous allez pouvoir utiliser la méthode, par exemple, du tri de cartes, qui pourrait être intéressante. Je vais vous montrer après de quoi il s'agit. Et le plus difficile ici, finalement, ça va être d'identifier des variables comportementales. Quelles sont les activités qui sont similaires, les attitudes similaires, les motivations, les compétences. D'accord? Et ensuite, vous allez les répartir sur une échelle. Je vais vous montrer un schéma après. Vous allez identifier des schémas comportementaux qui vont être proches les uns des autres et les synthétiser. D'accord? Et là, vous allez avoir une cartographie de vos utilisateurs qui vont être positionnés sur différentes dimensions comportementales et regroupés par similarité. Je vous montre. Là, le tri des cartes, tout à l'heure, je vous ai montré une photo où il y avait plein de post-it, plein d'informations récoltées. Vous allez pouvoir regrouper déjà ces informations par similitude. On l'a vu, motivation, attitude, comportement, obstacles. Vous allez pouvoir les regrouper. Et à partir de ce regroupement, vous allez pouvoir renommer les groupements que vous allez faire. Et déjà, ça va vous donner une vue synthétique, d'accord, des retours et des données recueillies sur le terrain. Là, je vous ai fait un schéma, d'accord. Quand je vous ai montré tout à l'heure les fiches des micro-personnages, je vous ai dit soit vous utilisez un ID que vous allez mettre ou une couleur. Et ça va vous aider après à synthétiser les données. Donc, en input, d'accord, vous avez toutes vos données utilisateurs que vous avez recueillies lors de votre phase de recherche. Donc, vous allez leur attribuer une couleur. Ensuite, vous allez lister les éléments clés par utilisateur. Donc, toutes vos données brutes, d'accord, vous allez pouvoir comme ça les mettre sur des post-it. Donc, vous partez de vos fiches que vous avez faites, fiches persona, et vous allez mettre vos idées sur des post-it. D'accord. Ensuite, vous allez pouvoir regrouper les éléments. Donc, c'est la fameuse méthode de tri de cartes qui ont les mêmes thèmes. Et vous allez nommer chaque groupe. Et en fait, ces groupes, c'est ce qu'on va appeler des variables. Et puis, vous allez ensuite supprimer finalement, il y a des éléments qui vont être un peu isolés. Ceux-là, vous allez les supprimer pour pouvoir faire un peu de ménage. Ensuite, vous allez répartir les éléments sur des variables. Par exemple, c'est quoi, on va dire, la variable technologique? Est-ce qu'il s'y connaît en technologie? Est-ce qu'il s'y connaît en digital? Est-ce qu'on a besoin de parler de maturité à ce niveau-là? Et vous allez pouvoir répartir les éléments sur la variable et le faire pour chaque groupe, chaque thème. D'accord? Et vous allez ensuite regarder la récurrence des mêmes éléments entre chaque variable pour définir un persona. Ça peut paraître assez complexe comme ça, mais quand vous faites l'exercice, c'est simple. Donc là, le schéma, il y a une super vidéo sur Internet qui explique justement cette façon de faire. Je vous la recommande. Je ne sais plus si je l'ai mis. Est-ce que je l'ai mis quelque part? Ouais, c'est la vidéo de Julien Champagne. Elle vous explique rapidement comment faire en fait ce regroupement des différentes variables.
parce que ce n'est pas forcément, on va dire, l'étape la plus facile. Et puis ensuite, vous allez pouvoir construire et prioriser vos profils et donc vos personas. D'accord? Et c'est ça qui va vous permettre de les construire. Alors, La Lise, dernière étape, pardon. il y a une petite question. Est-ce que je te la pose maintenant ou tu préfères d'abord dire la dernière étape? Alors, je vois, ouais, vas-y, dis-moi. Faut-il refaire de nouveau des personas après l'analyse? Très bonne transition. Merci, Moira. Alors, justement, à partir de là, en effet, on va pouvoir les modéliser, enfin, nos personas. C'est la phase finale. Donc, cette phase-là, la modélisation, c'est de mettre en forme nos personas, en effet. Parce que finalement, on ne les a pas encore créés, nos personas. On a récupéré des informations, on a essayé de synthétiser. Maintenant, on va les modéliser. D'accord? Donc là, on est vraiment sur la création de nos fiches personas sous la forme d'une fiche synthétique. D'accord? Cette fiche peut prendre des formes assez différentes et le contenu, il est assez libre. Ça va vraiment dépendre de votre projet, des objectifs de votre projet. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un exemple. Par exemple, là, voilà. Clark Andrews, lui, donc j'ai fait une fiche modèle. Donc, c'est une fiche synthétique au format A4, ni plus ni moins. Si vous voulez la mettre au mur, vous pouvez après l'imprimer sur des formats un peu plus grands, format A3, mais en tout cas, on est sur un format A4. Comme je vous le disais, c'est une mise en forme qui est très personnelle, mais qui doit quand même, et ça c'est important, être assez esthétique et attractive, vraiment pour encourager aussi l'appropriation de l'équipe de conception et qui l'utilise. Si vous utilisez quelque chose de fouillis, mal conçu, avec une photo moche, c'est vrai qu'on va se dire on n'a pas forcément envie de s'approprier la fiche persona. Donc, vous trouverez des modèles de persona aussi à télécharger en ligne, où il y a même des outils de création interactive qui existent. Moi, cette fiche-là, je l'ai créée sur le site Extensio. Vous le voyez ici. Je me suis créé un compte, tout simplement. C'est gratuit. Alors, je ne pense pas que vous puissiez en faire énormément, mais après, vous les supprimez, vous les téléchargez. Et puis là, vous pouvez créer à la volée et même rajouter autant de champs de saisie que vous le souhaitez. D'accord? C'est vous qui personnalisez votre fiche. Ce site-là, je le trouve super bien fait. Et vous avez aussi, et moi je l'utilise dans le cadre de mon travail, Flowmap, que je trouve super intéressant, où vous allez aussi, alors vous avez création de sitemap, userflow et persona. D'accord? Hop. Donc, test 1. Et là, de la même façon, soit vous avez des templates que vous avez vous déjà fait, ou vous pouvez démarrer à partir de templates directement sur le site. Et là, vous voyez, vous pouvez rajouter des champs, des services, du texte, tout ce que vous voulez à l'intérieur. Donc ça, c'est assez bien fait aussi, je trouve, pour créer vos personas. Je reviens à ma fiche. Donc, ce qui va être important ici, on va retrouver des grandes catégories. Donc, voici les principales catégories. Tout d'abord, l'identité du persona. Vous avez une petite biographie, mais qui est importante. Tout à l'heure, on parlait d'empathie. C'est bien ici je dirais, de mettre en scène un petit peu la vie de vos personas, de faire un peu ce qu'on appelle du storytelling, de raconter des histoires pour pouvoir vraiment vous immerger et rentrer vraiment dans la peau de votre persona. Donc, une biographie, une photo, c'est pas obligatoire la photo. Des fois, ça peut même tronquer un petit peu parce que quand une image, on voit bien souvent, ça signifie beaucoup de choses. Donc, une photo, mais ce n'est pas obligatoire, d'accord? Il y a des infos plutôt démographiques qui font qu'un persona aussi est un peu plus réaliste. Son âge, s'il est célibataire, marié, où est-ce qu'il habite, combien d'enfants il a. C'est intéressant aussi, attention quand même aux biais et aux stéréotypes, toujours pareil. Parce que on peut pas, on a bien vu, un persona, c'est un regroupement de plusieurs personnes. Là, si on lui choisit un âge, un lieu, le nombre d'enfants, on peut facilement rentrer et avoir des biais. Autre catégorie importante, les besoins et les objectifs, d'accord, de votre persona. Vous avez aussi les frustrations. Quels sont les obstacles, les barrières à l'utilisation du produit ou du service? Ce sont vraiment les problèmes que vous allez pouvoir solutionner. D'accord?
Et puis enfin, vous avez les attitudes et les comportements de la personne. Vous avez aussi, la plupart du temps, tout ce qui est contexte d'usage. Ça, c'est intéressant d'avoir le contexte d'usage. À quelle fréquence il utilise le produit? Dans quel environnement? Quelle est la perception de la réputation du produit aussi? Tout à l'heure, je vous parlais d'influenceurs. C'est intéressant aussi de savoir ce qu'il en pense et d'avoir sa perception en effet et ses croyances par rapport au produit. Et puis enfin, s'il y a des outils de la concurrence auxquels il pense, qu'il utilise lui pour pouvoir enrichir vos fiches. Pardon. Donc, c'est vraiment leur donner une personnalité, raconter une histoire sur vos personas sous forme narrative pour solliciter l'empathie du lecteur. D'accord ? Là, je vous montre un schéma. J'ai assisté à un atelier il n'y a pas très longtemps. Je trouve que c'est une belle synthèse des étapes de création d'un persona. C'est Carole Lémet, qui est UX designer, qui a utilisé ce schéma lors d'un webinar. C'est ce qu'on appelle de la facilitation graphique et je le trouve intéressant. Ça retrouve finalement les grandes étapes. On retrouve notre étape de la recherche utilisateur. D'accord ? Ensuite, vous avez la partie analyse, où on voit nos différents schémas, avec l'utilisation des variables de comportement, avec justement la référence au livre de Karine Lallemand et Guillaume Grenier. Et puis après, vous avez la partie modélisation, d'accord, de vos fiches persona, avec les fiches synthétiques. Et une fois que vous avez donc réalisé vos fiches persona, vous allez pouvoir les utiliser tout au long du processus de conception, de l'idéation jusqu'au déploiement du produit. Ce sont des outils aussi qui peuvent être associés à d'autres méthodes, d'autres outils et utilisés comme des supports d'échange et de discussion au sein de l'équipe. D'accord ? Attention, on se focalise sur le persona primaire. On a dit il y a des personas primaires et des personas secondaires, car on ne peut pas répondre à tous les besoins de tous les profils. D'accord ? Donc voilà. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir aussi utiliser vos personas, par exemple, pour pouvoir faire votre expérience map. On l'a vu tout à l'heure, décrire le parcours de l'utilisateur. Vous allez pouvoir vous baser sur vos fiches persona pour définir après votre challenge. C'est quoi le challenge auquel on veut répondre ? Un challenge, en général, ça commence souvent par « comment pourrions-nous » ? Ce challenge, il va être important derrière pour pouvoir ouvrir la génération des idées et rentrer dans la phase d'idéation. D'accord ? Donc, après, ce qu'il va y avoir, c'est vos fiches persona. Elles vont vous permettre aussi de définir des scénarios d'usage. D'accord ? Parce qu'il va falloir aller plus loin que vos fiches persona. Vous allez pouvoir créer des histoires qui vont décrire comment l'utilisateur va interagir avec le service dans une situation donnée. D'accord ? Donc, vous allez écrire votre scénario d'usage. Et puis, vous pouvez le faire donc sous forme comme ça de dessin. C'est des sortes de BD en fait, qui ne nécessitent pas forcément des grandes qualités en dessin de l'équipe projet, mais qui sont très intéressantes pour pouvoir se projeter finalement sur les parcours et l'utilisation du produit ou du service. D'accord ? Vous avez un autre outil, là où vous allez aussi utiliser vos fiches persona, c'est dans la conception des expériences map. D'accord ? Vous allez scénariser et cartographier les besoins de l'utilisateur final. Donc là, vous allez décrire tout le processus et pour ça, vous avez besoin de savoir quels sont les comportements, les attitudes. Et ce qui est intéressant en fait dans l'expérience map, c'est la partie tout en bas, qu'on voit peut-être pas forcément bien là sur cet exemple, c'est la partie expérience utilisateur. Quelles sont les émotions, qu'est-ce qu'il ressent à chaque étape du parcours, du processus. Et ça, c'est ce qui va vous permettre aussi d'alimenter vos fiches persona sur la partie émotionnelle et ressentie. Le fait de faire cette expérience map va permettre d'enrichir vos fiches. D'accord ? Je vois le temps qui passe, il est déjà 12h24, ça a été très très vite. Je vais passer très rapidement là-dessus. Je regarde un peu ce qu'il y a derrière. Je vais passer vite parce que ça va être compliqué sinon. Voilà, je vais passer à cette phase d'évaluation. On l'a vu dans la méthode de design thinking,
il y a 2 points importants, l'empathie, rentrer en empathie avec l'immersion, l'observation, les entretiens, d'accord? Et la partie évaluation. Comment les personnes vont utiliser les maquettes, les prototypes de votre produit, de votre service? Quelle expérience et quelles sont les difficultés qu'ils vont pouvoir rencontrer? D'accord? C'est ce qui va vous permettre aussi de mieux comprendre vos utilisateurs, toujours en vous basant sur vos fiches persona. D'accord? Donc là, vous allez pouvoir représenter vous des écrans, des mock-ups, des wireframes, d'accord? Et pouvoir les tester très rapidement auprès de vos utilisateurs. Vous allez pouvoir faire des sessions de test ou des entretiens de la même façon. Ça rejoint un peu les entretiens qu'on a fait en amont, hein, au niveau du cadrage. Là, vous allez les faire une fois que vous allez avoir votre prototype de validé. Vous avez des outils comme Lookback, par exemple, en ligne, pour pouvoir faire des tests utilisateurs de prototypes, qui est un service qui vous permet d'enregistrer les actions de vos utilisateurs quand ils exécutent en fait un site, une app ou un proto. Il y a une caméra en fait que vous avez sur l'ordinateur ou sur le téléphone, et ça, c'est intéressant aussi pour recueillir des informations et mieux comprendre vos utilisateurs. Vous pouvez aussi utiliser des vitres sans teint avec, il y a des labs, des labs de user testing. Donc ça nécessite quand même des moyens pour le coup. On est un peu plus sur des choses un peu plus poussées, mais c'est aussi intéressant d'en parler. Et puis récemment, j'ai participé moi à des tests de prototypes. C'est Marie Glandus qui organise ça en ce moment sur son profil LinkedIn. Là, l'idée, c'est de pouvoir tester des prototypes d'un site internet, d'accord? Donc, dans un premier temps, elle nous a envoyé un formulaire que vous voyez à gauche pour qu'on lui donne notre avis finalement sur le concept. Donc là, c'est un formulaire qui est fait avec Google Form, tout simplement. Et ça nous permet en fait, ça lui permet à elle d'ajuster le tir rapidement et de voir finalement quels sont aussi nos besoins et nos retours. Donc à ce stade-là, les écrans, ils sont pas détaillés, hein, ils sont même pas cliquables, mais au moins, ça lui permet d'avoir déjà nos feedbacks. Et là, elle vient nous envoyer justement un message pour pouvoir tester le prototype du site, là pour le coup en réel, où elle va le faire finalement de façon filmée. Donc là, j'ai pris rendez-vous avec peu importe quel outil, hein, Zoom, Skype, Messenger. Et là, ça va être une session où on va devoir finalement expliciter à haute voix ce qu'on va faire, ce qu'on pense et ce qu'on ressent au moment d'utiliser finalement le prototype, en essayant d'être le plus sincère possible. Et en fait, toutes nos réactions vont être prises en compte pour améliorer le prototype. Et ça, je trouve que, pareil, ce sont des méthodes qui sont vraiment très intéressantes pour pouvoir derrière aussi comprendre les usages et les comportements des utilisateurs. Voilà un petit peu rapidement différents outils. Alors, il y a beaucoup de choses. Je pense que ça a été assez dense. Je voulais vous donner des idées de livres ou de podcasts pour pouvoir finalement aussi approfondir certains sujets. Le livre qui est moi ma Bible, c'est le premier dont je vous ai beaucoup parlé et sur lequel je me base beaucoup, c'est les méthodes de design UX. Voilà. Il y en a plein d'autres, hein. Passer au design thinking de Clap. Vous avez aussi un livre sorti récemment par Phoenixo sur le design thinking, où là, il y a plein de templates à utiliser qui est vraiment intéressant. Voilà. Et d'autres, un que je trouve très bien aussi, c'est le design thinking par la pratique, où là, finalement, ils utilisent un exemple concret, la cible des seniors dans les EHPAD ou les maisons de retraite, et de voir quels services on peut concevoir et développer pour les aider au mieux par rapport à leur motricité, par rapport à ce lieu finalement qui n'est pas évident pour eux, qui est leur petite chambre, et comment les aider au quotidien à vivre mieux finalement dans ce contexte-là. Donc ça, c'est intéressant. Et puis 2 podcasts que j'aime bien écouter, c'est Salut les designers et Les voix du design thinking. Il y a plein de sujets différents, mais c'est assez intéressant pour vous ouvrir et approfondir. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai dit, des points, voilà, des compléments à apporter.
Alors, pour info, Vous avez des... Oui, ouais. Benjamin. Non, je voulais juste dire que pour information, ta présentation sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube de la cantine. Il y a le replay. Ouais. Moi, je pense que je vais vous faire une synthèse là, de ce que je vous ai mis dans un document, une présentation, un document PowerPoint. Merci Jean-Charles. Je pense que je vous ai dit beaucoup de choses. C'est vrai que je pense que c'était très dense. Vous pouvez me contacter après en direct sur mon profil LinkedIn si vous avez d'autres questions, des sujets que vous souhaitez approfondir. Voilà. Moi, en tout cas, j'ai été ravie de faire cette présentation. Un peu frustrée de ne pas vous voir, de ne pas vous entendre. Mais bon, voilà, c'est le, c'est le format. Voilà. Benjamin, je ne sais pas si tu veux, Nicolas, si vous voulez rajouter quelque chose. Moi, j'ai trouvé ça parfait aussi. J'ai bien aimé, j'ai apprécié ta présentation. Rien à dire. Et, je ne sais pas si Jean, on peut laisser peut-être quelques minutes pour Ouais. les dernières questions. J'arrive, je coupe mon micro. Bon, on t'entend plus. Ok. Il n'y a pas de questions. Ok, pas de questions. Ça veut dire que c'était clair ou trop fouillis. Oui. C'est soit l'un, soit l'autre, soit c'était bien. Mais bon, je vois des merci beaucoup, donc j'en suis ravie. J'en suis ravie. C'est cool. C'était très Ouais, cool. du coup, moi, je te remercie aussi, Lise, d'avoir accepté notre invitation. Bah, je trouve ça toujours intéressant, voilà, de pouvoir partager nos points de vue, nos méthodes, nos outils, même si, voilà, je disais, c'est des formats qui sont assez courts finalement, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Mais c'est l'occasion aussi d'en faire d'autres, voilà, et de traiter d'autres sujets. Là, je lance la perche. Ok, Nico, est-ce que tu as... Ah, on a une question. Lise, oui. Oreille a sorti un livre sur l'UX. Qu'en penses-tu? Oreille, qui Oreille. c'est Oreille? C'est pas O'Reilly plutôt? Ouais. L'éditeur de bouquins anglais là. Ça ne me parle pas. Ou alors Oreille, ouais. Jean-Charles, t'as le titre du bouquin un peu plus Ouais, est-ce que tu as Ouais, c'est O'Reilly. O'Reilly. O'Reilly X Alors book. attends, parce que moi, du coup, j'arrête mon partage. Je vais aller voir ce que c'est. Parce que je ne vois pas ce que c'est, le bouquin. Attends. Je vais le faire en live. C'est Principes de design UX. Alors, tu dis oreille. Alors, celui-là, je ne le connais pas. Non, je ne peux pas te dire. Je suis très honnête. Je ne le connais pas du tout, cet ouvrage. Non, je ne peux pas te dire. Adopter les bonnes pratiques pour optimiser ses produits. Non, je ne peux pas t'en dire de celui-là. Et je ne l'ai pas souvent vu cité. Il vient de sortir? Ouais, je le vois. Et je ne sais pas de quand il date, mais non, je ne peux pas te faire de retour sur ce livre parce que je ne le connais pas. Je vois une autre question. Ouais. Est-il possible... Ouais. Vas-y, je te laisse la dire du coup. Est-il possible de créer par exemple un proto-persona et de les confronter aux utilisateurs pour leur demander auquel ils se sentent le plus proches et celui pour lequel ils sont le moins proches? Oui, tout à fait. C'était dans ma présentation, en effet. Vous pouvez tout à fait créer un proto-persona, vous, avec votre ressenti, voilà. Et en effet, pouvoir le confronter à des utilisateurs. C'est ce que je disais, vous leur envoyez la fiche finalement que vous avez faite, soit par mail ou via un questionnaire, ou alors vous les appelez, vous faites ça sous forme d'interview, d'entretien, vous leur soumettez la fiche et ils la notent, ils la complètent ou ils rayent ce qui ne leur correspond pas.
pour pouvoir justement être au plus proche, en effet, des besoins. Donc, en effet, la fiche du proto-persona, ce qu'on appelle le proto-persona confronté, justement, c'est confronter une fiche qu'on a nous-mêmes créée à des utilisateurs réels. Ouais, voilà. Est-ce que j'ai bien répondu à la question? Mais tu verras dans l'après, justement, j'ai mis la fiche du proto-persona. Et tu dis, le bouquin, il est sorti fin 2019. Ouais, non, je ne connais pas. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, hein, des ouvrages aussi bien sur le design thinking que sur l'UX design. Après, ce qu'il faut, c'est en choisir un. Moi, je l'ai choisi, c'est celui sur la partie UX et toutes les méthodes de Karine Lallemand, où je disais, c'est ma Bible. Et je me base vraiment sur cet ouvrage-là pour toutes les méthodes et les outils. Et puis après, de temps en temps, je vais piocher dans d'autres, mais j'avoue que celui-là, moi, c'est vraiment mon livre de référence. Et c'est vrai, comme je disais aussi, les podcasts, je trouve que c'est un canal, enfin un support de com qui est super intéressant. Ça fait peu de temps finalement que je me suis mise à écouter les podcasts, mais je trouve que voilà, c'est du live, on peut l'écouter en marchant, et je trouve que c'est une autre façon en fait je trouve d'apprendre aussi sur ces différentes méthodes et ces différents outils. Ça sort un peu des livres un peu conventionnels et théoriques et je trouve ça assez intéressant. Voilà. Il y a une autre question, je ne sais pas si tu as vu. Personnellement, je trouve que le plus compliqué est de synthétiser les données brutes, comme à la fin d'une rétrospective remplie de post-it partout, des conseils. Clairement, c'est vrai que quand on a toutes ces données, les documents, les post-it au mur, moi, pour l'avoir déjà fait aussi en atelier, et là, je vois la tête des participants, c'est mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Comment on va utiliser? Pour synthétiser ces données, c'est ce que je disais, c'est au fur et à mesure de vos entretiens, il faut toujours penser justement à la synthèse. Et c'est là où vous allez déjà préparer des templates allégés d'un côté de vos fiches persona, hein, comme on disait. Rapidement, c'est de mettre un nom, un prénom, c'est de mettre au moins quelles sont les grandes aspirations, les freins, mais voilà, quelque chose de très synthétique déjà pour prendre vos notes, d'accord? Et puis, ce qui est important aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de définir un peu dans la discussion le parcours de l'utilisateur et d'avoir une espèce de timeline où vous allez pouvoir annoter aussi les différents éléments que vous allez recueillir. Donc là, vous allez utiliser ce qu'on appelle des templates de micro-persona. Vous n'allez pas avoir toutes les informations d'une fiche persona. Vous allez avoir juste sur les motivations, on va dire, d'accord, les obstacles et un petit peu le parcours. Et après, vous allez pouvoir utiliser ça pour pouvoir les synthétiser davantage. C'est plus digeste en travail d'équipe, une réflexion de groupe, non? Si je comprends la question, en effet, c'est plus facile de le faire à plusieurs, cet exercice, que de le faire tout seul, ça c'est sûr. C'est toujours plus intéressant de travailler vraiment en équipe, de travailler ce qu'on appelle de faire de l'intelligence collective, parce que chaque personne aussi va avoir sa façon de penser, sa façon de faire. Et puis, vous allez aussi pouvoir vous répartir le travail, tout simplement. Donc, ça va être beaucoup plus simple. Après, il ne faut pas être trop nombreux dans l'équipe. Et ce qui est important, c'est d'avoir des profils pluridisciplinaires. D'accord ? Ok, donc il faut que tous les participants soient conscients de cette phase suivante de synthèse et ce n'est pas le rôle d'une seule qui doit synthétiser tout. Non, pour moi, vous pouvez être plusieurs à faire le job et c'est ce que je trouve intéressant. Vous pouvez même vous répartir les profils de personas parce qu'on l'a vu. En fonction des données que vous avez récupérées, d'accord, vous allez synthétiser vos données selon différentes variables, vous allez définir des patterns. Ça, vous pouvez vous dire qu'une personne de l'équipe prend un profil de persona différent. Donc, au contraire, vous pouvez le faire en équipe.
Après, ce qui est important, quand vous avez fait vos fiches persona, de toute façon, c'est de bien les présenter à toute l'équipe. D'ailleurs, il y a un petit exercice qui est assez sympa pour le faire, c'est qu'en équipe, vous vous mettez dans la peau d'un persona, d'accord? Et puis, vous faites un speed, comme un speed dating, et vous avez 5 minutes pour vous présenter, chacun présente son persona, et comme ça, vous allez tourner les uns avec les autres, ça vous permet de connaître toutes les fiches persona que vous allez concevoir au début du projet. Donc voilà, c'est des petits exercices intéressants, mais tu as raison de le souligner, on peut le faire à plusieurs, mais ce qui est important, c'est que tout le monde ait une bonne connaissance des fiches persona quand vous allez démarrer votre projet de conception. Merci. Ok, Et ben, je vous propose de finir là-dessus. parfait. Merci beaucoup, Lise. Eh bien, de rien, avec grand plaisir. Et puis, bah, Merci à vous pour merci à vous tous. l'invitation. Mm. Nico, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Est-ce Non. que tu as un petit mot de la fin? C'est cool de t'avoir. Merci beaucoup. Top.